Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au D12 de Pyramide FM. Le rendez-vous politique dominical voudrait de nouveau vous remercier pour votre fidélité. Que d'anniversaires cette semaine, que de tristes souvenirs pour les Togolais. Les Togolais se sont en effet rappelés les flammes qui ont consumé il y a 5 ans les grands marchés de Kara et de Lomé. Ces deux importants pôles du commerce togolais sont partis en fumée. Sont-ils partis en réalité avec tous les secrets des pyromanes? Qui étaient-ils ces hommes et ces femmes, s'il y a des femmes parmi eux, à imaginer, à planifier et exécuter l'un des scénarios les plus retentissants de l'histoire récente du Togo? Les Togolais connaîtront-ils un jour la vérité? On peut légitimement reposer la même interrogation autour de la date du 13 janvier 1963. Que s'est-il réellement passé ce jour? On sait juste que le premier président élu du Togo fut assassiné par des militaires, mais qui a tenu l'arme qui a servi à abattre le père de l'indépendance du Togo? Il y aurait-il des commanditaires ou des complices tapis dans la capitale togolaise ou ailleurs dans le monde? Depuis le 13 janvier 1963, le Togo serait entré dans l'œil du cyclone. Ce 13 janvier 2018, un air de crise a encore soufflé sur le Togo. Des marches ont eu lieu pour rappeler à la communauté que le pays est un abonné des crises, uni à marcher à nouveau dans plusieurs villes pour soutenir les chefs de l'État et les actions du gouvernement. La coalition des 14 et des milliers de Togolais ont aussi marché. Et l'une des revendications de cette coalition porte sur l'amélioration du cadre électoral. Au sein du pouvoir, le cadre électoral a un premier nom, la CENI. Cette semaine, on a lu dans le communiqué du gouvernement, ceci, ouvrons les guillemets, la CENI a prévu d'entamer dès ce mois de janvier la révision des listes électorales. La première étape dans le cadre de cette opération de révision consiste à la mise en place des commissions électorales locales indépendantes CENI, fermons les guillemets. Le train des consultations électorales au Togo vient-il ainsi de démarrer? Ce train togolais utilise-t-il du pétrole du Togo? Le pays est-il réellement un producteur de l'or noir? Il existe depuis un temps un débat autour des côtes du Togo. C'est aussi près des côtes que la voiture de Jean-Pierre Fabre a fini sa course-poursuite le 28 décembre dernier. Cette voiture a essuyé des tirs nourris de grenades lacrymogènes et de balles réelles de gros calibre, dont l'une a percé le coffre arrière du côté non-chauffeur, peut-on lire dans un communiqué. L'ANC a porté plainte. En face de nous pour cette émission, Brigitte Diabagbo Johnson de la CDPA et du G14. Le D12, c'est aussi le 22 46 19 05 et le 96 50 34 37. C'est Venceslas Bogakudoyo qui est à la technique. Madame, bonjour. Bonjour, monsieur Atioubé. Heureux de vous retrouver cette année. Eh bien, moi de même, et bonjour à vos auditeurs et auditrices. Bonne année. Bonne année aussi, bonne année à tous et à toutes. Les pays de merde, ce sont les propos attribués au président américain Donald Trump. Comment réagissez-vous à cette déclaration du président américain? Eh bien, je pense que c'est une déclaration inhabituelle venant de la part d'un chef d'État, mais bon, on commence à s'habituer un peu au style du chef de l'État américain. Et je voulais déplorer le fait que cette déclaration traduise une sorte de mépris pour les peuples africains, les peuples d'Haïti qui ne méritent pas ce mépris. Et c'est une déclaration qui devrait faire réfléchir les dirigeants. Parce qu'en réalité, c'est à cause d'eux. C'est de leur responsabilité. Si un chef d'État de la première puissance du monde se permet de traiter certains peuples avec autant de mépris. Mais il aurait dû dire, il aurait dû s'adresser aux dirigeants de merde qui laissent leur peuple dans la situation qu'ils déplorent et qui est réelle. Plutôt que d'afficher autant de mépris envers le peuple. On veut parler de mépris, mais la réalité, est-ce qu'elle n'est pas là, pas tant devant nous que des peuples de ces territoires-là vivent des situations assez exceptionnelles? Absolument, je le reconnais. C'est pour ça que
je disais tantôt que ce dont il parle est réel. Les gens vivent dans une situation qui est inacceptable. Et je pense qu'il se permet de le dire parce que lui, il pense aux intérêts de son peuple, alors que les dirigeants que nous avons n'ont pas ce souci-là, hein, de faire en sorte que les peuples qu'ils gouvernent soient dans des conditions qui ne les obligent pas à vouloir s'exiler, hein, pour des raisons économiques et sociales, à vouloir s'exiler ailleurs. Et je le redis, c'est quelque chose qui devrait faire réfléchir, hein, les chefs d'État, mais aussi encourager les peuples à être plus exigeants désormais et à faire en sorte que ceux qui sont portés à la tête des États s'occupent effectivement du développement de leur pays et du bien-être des populations. Mais je voulais terminer en disant, c'est bien, il a le beau rôle, hein, de dire qu'est-ce que les peuples émanant de ces pays de merde viennent chercher chez eux aux États-Unis. Je voudrais quand même en profiter pour souligner leur responsabilité aussi, parce que quand vous avez un pays comme le Togo, où vous avez une seule famille qui a gouverné le pays pendant plus de 51 ans et qui laisse les Togolais dans la situation actuelle, parce que je rappelle que parmi les peuples qui s'exilent, il y a aussi des Togolais. Mais que fait M. Trump pour, lorsque les Togolais sont dans la rue, par exemple depuis plus de 5 mois, qu'est-ce qu'il fait pour éviter, hein, que cette situation que subissent les populations change? Qu'est-ce que les États-Unis font concrètement? Ils sont représentés au Togo. Qu'est-ce qu'ils font pour voler au secours des Togolais et éviter que les Togolais ne cherchent à s'exiler aux États-Unis? Ça fait polémique depuis que cette déclaration a été faite. Les 54 pays africains ont réagi, à en croire les ambassadeurs accrédités aux Nations Unies. Ils ne sont pas contents de ce que le président américain a dit. Le Sénégal, le Botswana ont par exemple demandé des explications. On a lu sur le compte Twitter du président du Ghana qui n'est pas d'accord avec son homologue américain. Que doit faire le Togo? Non, moi je pense que le Togo est mal placé, hein. Le chef de l'État togolais fait partie de ceux qui sont mal placés pour réagir à ces propos. Et je veux dire à l'attention de ceux qui montrent qu'ils sont des chefs d'État responsables et conscients de leurs responsabilités. Je veux citer par exemple le chef de l'État ghanéen, le chef de l'État sénégalais, le botswanais. Tout le monde sait que ce sont des pays qui ont évolué positivement, que ce soit sur le plan de la gouvernance et sur le plan du bien-être de leur population. C'est à eux que je voudrais m'adresser. Quand vous avez parmi vous des moutons noirs, eh bien, on va tous vous traiter de moutons noirs, hein, d'où la nécessité pour eux aussi d'être aux côtés des peuples pour qu'ils puissent bouter dehors ces chefs d'État qui créent une situation que tout le monde déplore, qui met les peuples africains dans des conditions telles qu'ils sont obligés de s'exiler, d'affronter les plus dures conditions et qui sont prêts à en mourir parce qu'ils se disent mourir pour mourir, autant essayer, hein, d'avoir une situation bien meilleure à celle que l'on a chez soi et qui vous conduira nécessairement à la mort. Quand on décrit la situation en Afrique, quand même, elle n'est pas si différente d'un pays à un autre, puisque ceux qui s'exilent, ils viennent aussi d'Afrique du Sud ou du Nigeria, ils viennent aussi du Sénégal ou de l'Égypte. Donc, quand vous évoquez les moutons noirs,
Je crois que ce n'est pas seulement du Togo. Non, Pierrot, c'est une question de degré. Sincèrement, disons-nous la vérité, c'est une question de degré. Vous avez évoqué un pays comme l'Afrique du Sud. Oui, justement, voyez ce qui se passe en Afrique du Sud. Il y a des institutions qui fonctionnent et on laisse au peuple la possibilité de s'exprimer, de dire non. Voyez tout ce que l'actuel chef de l'État en Afrique du Sud est su comme affront, où on se demande même s'il va pouvoir terminer son mandat. Ça, au moins, les peuples ont les moyens de se battre, on les écoute et ils ont l'espoir qu'ils continueront de manière croissante à voir leurs conditions de vie s'améliorer. Ici au Togo, nous n'avons même pas cette perspective. Nous n'avons pas cette perspective parce que nous avons un régime qui s'impose depuis 51 ans, qui croit pouvoir continuer indéfiniment à compter sur une armée entretenue avec les ressources publiques, y compris les impôts des citoyens, pour se maintenir et narguer et laisser le pays dans la condition qu'elle est. Tenez Pierrot, j'ai revu ce matin le dernier reportage de TV5 sur le Togo, sur les questions de santé. J'en ai eu mal au cœur. Je me dis, ce n'est pas possible. On ne peut pas être fier d'avoir un centre de référence qui est censé soigner les populations. On ne peut vraiment pas être fier de l'avoir, le maintenir dans ces conditions-là. Et au lieu de chercher à faire face à ces besoins basiques des populations, utiliser des subterfuges qui vont jusqu'à à faire construire un aéroport dont on dit que il est très moderne, Est-ce qu'il n'est pas moderne? Est-ce qu'il n'est pas moderne? Est-ce qu'il n'est pas moderne? Écoutez, qu'est-ce que ça apporte concrètement aux Togolais? Moi, c'est la question qui me préoccupe. C'est la question qui me préoccupe. Je ne me préoccupe pas de soigner de manière artificielle l'image du Togo à l'extérieur. Je me préoccupe d'abord de faire en sorte que les Togolais aient des conditions de vie qui soient décentes. C'est ça qui va bâtir de manière solide une image du Togo à l'extérieur. Quand les autorités togolaises parlent de vision 2030, 2025, je ne sais pas quoi aussi, est-ce qu'il ne faudrait pas inclure aussi un aéroport moderne comme ce que nous avons là? Mais il y a des priorités, Pierrot. Ce que je dis, c'est qu'il y a des priorités. Et que pour moi, la priorité des priorités, c'est faire face aux besoins sociaux des populations. Et c'est faire en sorte qu'on puisse vraiment poser les bases du développement du pays. Le développement d'un pays ne passe pas nécessairement, ce n'est pas par la construction d'un aéroport moderne que passe en premier le développement. Il est certain que l'aéroport... Un pays comme le Togo, son développement passe d'abord par celui de l'agriculture. Bien, merci. Domaine dans lequel les Togolais investissent leurs énergies. J'allais justement vous demander, vous avez été candidate à une élection présidentielle il n'y a pas très longtemps. L'argent qui a servi à construire l'aéroport de Lomé, c'est sans doute plusieurs milliards de francs CFA. Si vous aviez cet argent, dans quel domaine vous allez les investir? Mais Pierrot, je viens de le dire. C'est une question de bon sens. Et vous avez une grande majorité de la population qui mène des activités économiques dans un domaine donné. Vous avez l'avantage d'avoir des terres qui sont des terres cultivables. Mais j'investirai certainement dans ce domaine-là de l'agriculture et je ferai en sorte que cette agriculture soit modernisée, que les Togolais qui travaillent dans ce domaine-là améliorent leurs capacités et leurs revenus. J'investirai dans un autre domaine, celui où les femmes sont en majorité représentées et apportent déjà une contribution non appréciable, non négligeable
au développement du pays. J'investirai dans les domaines des technologies aujourd'hui modernes où il y a des emplois qui peuvent être créés. Je ferai en sorte que dans tous ces domaines-là, que les jeunes, qu'il s'agisse des hommes comme des femmes, que ces jeunes-là puissent avoir un emploi, qu'ils puissent comprendre qu'aujourd'hui, ils ont un avenir tout tracé dans leur pays plutôt qu'ailleurs. Et je ferai en sorte que, eh bien, il y ait un climat qui permette l'éclosion des talents que nous avons et que vous ne soupçonnez pas, Pierrot. On en découvre tout le temps. Quand vous voyez, vous écoutez de temps en temps quelques Togolais qui s'expriment sur les médias, à qui on donne le micro sur les médias internationaux parce qu'ils ont initié tel ou tel projet qui est porteur et qui est innovant, vous vous dites quand même, comment est-ce que ces talents-là peuvent être autant ignorés? Pourquoi est-ce qu'on ne crée pas des conditions pour l'éclosion de ces centaines de milliers de talents? On vient d'écouter... Je n'investirai pas, je n'investirai pas pour me maintenir au pouvoir, comme le régime est en train de faire. On vous a écouté faire des propositions. Je ne sais pas si c'est trop vous demander, nous sommes en 2018. La prochaine élection présidentielle au Togo, c'est en 2020. Je ne sais pas si vous serez encore candidat. Pierrot, pour l'instant, nous menons un combat. Et je fais corps avec le peuple togolais. Le peuple togolais veut poser les bases de la démocratie. Donc, le peuple togolais veut rompre avec le régime qui a aujourd'hui plus de 50 ans. Hier c'était les 51 ans. Oui, c'est clair que oui, c'est clair qu'après il y aura 2020. La question de l'heure, c'est celle-là. C'est celle-là. Et celle sans laquelle il n'y aurait aucun intérêt de penser encore à une élection présidentielle dans ce pays, si c'est pour maintenir le régime actuel. Il faut définitivement rompre avec ce régime. Et ensuite, eh bien... Donc vous n'êtes pas préoccupé par 2020? Non, je suis préoccupé. Revenons. Je suis préoccupé par la fin de ce régime. Revenons aux relations internationales. Et n'oubliez pas, à la CDPA, nous avons un leitmotiv. Démocratie d'abord. Bien, merci. Bien, merci. Nous allons revenir aux relations internationales assez compliquées, puisque quand on se réfère au dernier développement dans cette relation internationale, on note qu'elles sont assez complexes, puisque depuis le vote historique du Togo en faveur de Jérusalem, Israël entend chasser les Noirs, et puis aussi l'Amérique qui découvre en notre pays, le Togo, plus 53 autres pays africains, des pays de Med. Finalement, ce vote de fin d'année du Togo, est-ce qu'il a été une erreur ou pas? Pierrot, c'est un vote qui nous a intrigués. Et personnellement, moi je me suis posé la question de savoir comment ce régime peut-il avoir le courage de poser un tel acte? Et la seule réponse que j'ai trouvée, c'est celle qui constitue le fil directeur de tout ce que ce régime fait. Me maintenir au pouvoir coûte que coûte. Coûte que coûte, y compris en mettant en danger le peuple togolais, en prenant le risque de fragiliser la sous-région, de fragiliser l'Union africaine et d'introduire une incohérence au sein de la position de l'Union africaine. Peu importe. Ce qui importe, c'est de poser cet acte qui me permet d'abord de continuer à bénéficier de l'appui d'Israël pour la sécurité du premier responsable de ce régime, de celui qui incarne ce régime, mais aussi
pour faire en sorte que dans cette mouvance-là, qu'on puisse m'accompagner. C'est tout. On pense qu'on va avoir des financements qui permettront de développer le pays, mais en réalité, on sait que en se coupant d'un bon nombre de partenaires du Togo, eh bien, au finish, le pays n'en profitera pas, mais c'est le régime qui en profitera. Et je suis d'autant plus en colère par rapport à cette position qui a été prise, que le régime essaye de démontrer depuis un temps déjà que le mouvement légitime du peuple togolais est un mouvement, le mouvement pour le changement profond, est un mouvement qui est soutenu par les djihadistes. Il y aurait des djihadistes au sein de la coalition des 14 partis. Alors du coup, on se présente comme le seul à pouvoir répondre face à ce risque-là, alors que en réalité, on agrandit le risque. Le risque est de plus en plus grand. Et je sais que beaucoup de Togolais, aujourd'hui, se disent, bon, on n'est plus à l'abri, ça peut nous arriver un beau matin, ça peut nous tomber dessus. Et ce n'est pas normal. C'est justement... Qu'est-ce qui peut nous tomber dessus? Mais une attaque djihadiste, une attaque terroriste, et c'est justement pour ça que le régime là doit partir. Il faut y mettre fin. Et j'espère, j'invite la communauté internationale, les acteurs de la communauté internationale à bien réfléchir sur cet acte-là qui a été posé par le Togo pour en tirer les bonnes conclusions. Nous allons parler d'autre chose, puisque hier c'était le 13 janvier, et 13 janvier c'est quand même une date, une grande date dans l'histoire du Togo. Il y a un point de défilé, et la plage d'habitude occupée pour les défilés, cette plage a servi de cadre pour les sportifs de dimanche. Les manifestations ont eu lieu un peu partout à l'intérieur du pays, il y a eu des marches, plus de défilés. Mais est-ce que c'est pas une évolution pour le Togo? Je ne sais pas si on peut vraiment considérer que c'est une évolution. Ce que je sais, c'est que... Évolution positive, je vous l'ai dit. C'est que... Ah oui, c'est une... Ça, je vous le concède, dans la mesure où ça montre que les Togolais se sont enfin réveillés et que nous sommes sur la voie de trouver des solutions idoines à la crise profonde que nous traversons depuis le début des années 90, et que le peuple togolais n'est plus prêt à s'en laisser compter. Alors hier, le 13 janvier, ce 13 janvier 2018 marque, pour nous, c'est vrai, ça marque un triste événement, l'assassinat du premier président de la République élu par les Togolais, mais aussi ça marque le 51e anniversaire de ce régime-là. Et il fallait absolument que les Togolais aient pris de volonté de changement, puissent saisir cette opportunité pour s'exprimer encore une fois. Et c'est ce qu'ils ont fait. C'est ce que la majorité des Togolais ont fait. Oui, quand j'évoque cette date, il n'y a pas très longtemps, et vous le savez, avant l'arrivée du chef de l'État actuel, Faure Gnassingbé, c'est des défilés dans toutes les régions du pays, c'est une grande parade à Lomé. Ma question porte justement sur cette évolution-là. Est-ce que ce n'est pas un des acquis de l'actuel régime d'avoir réussi quand même à faire passer cette date sous une liste visiblement ordinaire des dates du Togo? Qu'est-ce que ça apporte aux Togolais? Aujourd'hui, Pierrot, ce qui nous préoccupe et ce qu'on attendait de de l'actuel chef de l'État, il faut le dire, c'est de faire des réformes profondes.
ce n'est pas d'adopter des petites décisions par-ci, par-là. Est-ce que ça ne fait pas partie des réformes? Est-ce que ça ne fait pas partie des réformes? Non, de quelles réformes? Qu'est-ce que ça apporte concrètement aux Togolais? Ce que les Togolais attendent de lui, c'est qu'il transforme le Togo en un pays véritablement démocratique. Ce n'est pas ça qui fait du Togo un pays démocratique. Ce n'est pas ça qui fait du Togo un pays où règne la bonne gouvernance, où on s'occupe du bien-être des populations. Mais madame, sur le registre de la réconciliation nationale, cette date, le fait de supprimer un certain nombre de comportements liés à cette date, est-ce que cela n'a pas contribué un peu? Malheureusement, il y a bien d'autres aspects sur lesquels les Togolais attendent le régime pour qu'il y ait véritablement une réconciliation nationale. Hein? Et ce chapitre-là, si on voulait l'ouvrir aujourd'hui, je pense qu'il occuperait toute l'émission. Ce n'est pas parce qu'on a décidé de ne plus marquer le 13 janvier par un défilé qu'on va considérer que les Togolais sont réconciliés. Si vous le faites et que par ailleurs vous continuez à pérenniser les injustices qui créent des frustrations, ce n'est pas ça qui va réconcilier les Togolais. Si vous continuez en refusant de faire les réformes qu'il fallait faire et que le HCR a montré clairement du doigt pour réconcilier les Togolais, eh bien, vous n'avez rien fait. Et ce régime, il sait ce qu'il fait. Il pose des actes qui l'arrangent parce que ces actes-là ne touchent pas au pouvoir. Et ça, on peut le faire. Ça ne change rien fondamentalement. On peut le faire. Mais là où les Togolais attendent le chef de l'État, les Togolais ont été déçus. Et c'est pour ça qu'ils sont dans la rue en ce moment. Parlons encore du 13 janvier, puisque nous sommes le 14 et il va falloir vider définitivement au cours de cette émission, du moins en partie, les questions liées à cette date-là. Il y a certains Togolais dans certains milieux qui estiment qu'il faudrait connaître la vérité autour de cette date. Et je ne sais pas si c'est aussi votre position. Oui, le peuple a droit à la vérité, mais je ne sais pas pourquoi on la cache. Mais je suis convaincu qu'on ne continuera pas, on ne pourra pas la cacher tout le temps. La vérité, on finira par la connaître, elle sortira. Et le peuple en a besoin. Tenez, vous parlez de réconciliation. Ça aussi, ça par exemple, ça fait partie de points importants qui sont de nature à créer un environnement favorable à la réconciliation. Et on à un moment donné, finira par savoir. Oui, il y a quelques années, 2 ou 3 ans, et certains avaient même évoqué l'idée de rapatrier le corps de Sylvanus Olympio ici. C'est également une initiative de l'actuel gouvernement de réconciliation nationale. C'est pas là, même s'ils sont petits, est-ce qu'ils ne participent pas quelque part à ce réchauffement dont rêvent les Togolais? Pierrot, je vous ai dit tantôt que d'abord la réconciliation, le problème togolais est tellement complexe. Il est si complexe que c'est un ensemble, un faisceau d'actions qu'il faut prendre. Et il ne faut pas être sélectif en la matière. Il ne faut pas dire, ça là, je ne le fais pas parce que, attention, ça pourrait remettre en jeu mon pouvoir. Donc, on laisse de côté. C'était le cas pour les réformes que nous demandions depuis 2006. On n'a pas fait. Alors, vous ne faites pas. Et puis, vous dites, vous voulez, et vous n'avez pas dit la vérité non plus, vous n'avez pas fait rétablir la vérité sur les auteurs de l'assassinat, les conditions dans lesquelles ça s'est passé. Et puis, vous dites, vous voulez rapatrier le corps. C'est du cirque, ça. C'est du cirque, ça ne sert à rien. On sait que ça ne servira à rien.
Par rapport à cet événement-là, ou bien ces événements liés au 13 janvier, quelle est votre demande en ce jour? Dans certains pays, on fait appel à des commissions, à la réouverture d'un certain nombre de documents classés, secrets de défense et ainsi de suite. Quelle est votre demande aujourd'hui en tant que responsable politique togolais? Eh bien, la demande, c'est que effectivement, on peut penser à une commission d'enquête qui collabore avec des pays impliqués dans cet assassinat. On sait qu'il y a la France, on sait qu'il y a les États-Unis, et ces pays rendraient un fier service au Togo en acceptant de collaborer pour que la vérité ait lieu. Ça, c'est une des attentes des Togolais du 13 janvier. Mais l'autre attente, c'est que le régime prenne conscience de ce que ce 13 janvier 2018, ça va faire 51 ans qu'il est là, et qu'il comprenne que les Togolais puissent en avoir assez et qu'il crée les conditions pour qu'il y ait alternance. Voilà. Autant d'années après, comprenez-vous pourquoi est-ce que l'ombre de Sylvanus Olympio plane encore et encore sur le pays, puisqu'on a vu sur les réseaux sociaux, les gens ont ressorti des images, on a entendu des commentaires. Est-ce qu'il est aussi précieux que ça pour le Togo? Mais c'est quand même le premier président élu. C'est quelqu'un dont on sait qu'il avait véritablement une vision pour le pays et qui a posé des actes qui aujourd'hui encore continuent à faire la fierté des Togolais. Alors quand vous pensez que vous auriez pu avoir ça et qu'en face, au lieu de ça, vous avez ce que vous avez actuellement, moi je comprends que les Togolais s'accrochent au président, au premier président élu, Sylvanus Olympio. Il y a un peu comme une espèce si vous voulez, c'est une perte dont on ne peut pas faire le deuil. On ne peut pas faire le deuil de cette perte tant que les Togolais n'ont pas d'abord su pourquoi c'est arrivé, par qui c'est arrivé, et que ils n'ont pas créé les conditions pour retrouver comme premier responsable quelqu'un qui a vraiment à cœur les intérêts du peuple, qui était proche du peuple. Quand on évoque les grands leaders des années 80, des années 60, et un peu partout en Afrique, il est rare dans les médias internationaux qu'on cite Sylvanus Olympio. On parle de Modibo Keïta, on parle de Jomo Kenyatta, ou on parle de Nkrumah du Ghana, mais on ne parle pas assez de Sylvanus Olympio. Est-ce que c'est visiblement un leader méconnu qui intéresse que les Togolais? Non, d'abord, c'est un leader qui a certes marqué son temps, mais qui n'est pas resté longtemps au pouvoir. C'est un leader qui a posé des actes qui allaient à l'encontre, il faut le dire, des intérêts des grandes puissances, notamment de l'ancienne puissance colonisatrice, la France, et qui a fait le choix, disons, de privilégier plutôt les intérêts du peuple contre, plutôt que ceux des autres peuples. Et je pense que c'est lié aussi au fait qu'il a évolué dans une certaine sphère, qui est la sphère des pays francophones, ou qui, sur le plan géopolitique, on sait que aujourd'hui, les pays francophones ont beaucoup de tard par rapport aux pays anglophones. Je pense qu'il y a un ensemble de raisons qui peuvent expliquer. Est-ce que la France, est-ce que par rapport à l'environnement des pays francophones, tenez, une institution comme la francophonie, qui se propose de valoriser les valeurs, un certain nombre de valeurs de cette sphère-là,
pourquoi est-ce qu'elle n'aurait pas à cœur de valoriser les hommes qui ont marqué les pays membres de la francophonie? On ne le fait pas parce que c'est gênant, ça va être gênant pour la France, il faut se le dire. Certains disent que les conséquences de cet événement-là, le Togo continue toujours pas de vivre ces conséquences, notamment la crise qui continue, puisque récemment, quand on a voulu résoudre un certain nombre de difficultés, notamment les violences liées aux problèmes politiques du Togo, on est remonté à 1958. Est-ce que cela veut dire que quelque part, ce qui s'est passé ce jour-là, les répliques, les conséquences, on ne continue pas de vivre? Oui, on continue par les vivre et il faut en finir. Il faut en finir. C'est pour ça qu'on doit regretter que tout le travail qui a été abattu par le HCR soit caché. La CVJR, le HCR? La CVJR, excusez-moi, autant pour moi, la CVJR. Que tout ce travail-là ne soit pas pris au sérieux parce que les mesures qui ont été recommandées, si elles avaient été prises, elles permettraient de réconcilier les Togolais avec leur histoire et de remettre le Togo sur des rails qui lui permettraient d'évoluer normalement comme n'importe quel autre pays. Nous avons parlé de la coalition, et puisque votre parti politique fait partie de cette coalition-là, vous avez voyagé, n'est-ce pas? On parle d'Accra, on parle de Conakry. Quel est le projet? Ben écoutez, vous savez qu'on est engagé dans un processus de dialogue et que nous, à la coalition, nous avons marqué notre adhésion au dialogue, à un dialogue franc, à des discussions franches et sincères qui nous permettront d'apporter des solutions durables à la crise. Nous ne voulons pas qu'après ces discussions-là, que le Togo ait encore des problèmes au point de recourir à des acteurs étrangers pour aider à régler le conflit. Nous voulons que ce soit quelque chose. Nous savons que dans tout pays, le dialogue est nécessaire au sein de la classe politique, ça devrait être quelque chose de permanent. Mais nous estimons que ce dialogue doit être le dernier de ceux qu'on tient suite à un conflit aussi important que celui qui est ouvert depuis quelques mois. Et donc, nous savons aussi qu'en face, le régime, il se prononce pour le dialogue du bout des lèvres, mais il a posé un certain nombre d'actes qui montrent qu'en réalité, il est gêné. Il est gêné par la perspective de ce dialogue-là. Et les déclarations de premiers responsables d'UNIR suite à leur manifestation du 13 janvier montrent à dessein que le régime ne veut pas du tout aller au dialogue. Eh bien nous avons fait ce qu'il fallait. Nous avons fait ce qu'il fallait. Nous sommes allés rencontrer récemment le chef de l'État ghanéen. Nous avons pris des contacts avec les autorités guinéennes aussi pour nous assurer que ces autorités-là veulent bien continuer à nous aider. Alors c'est suite à cette démarche-là que nous avons eu à faire, que nous avons reçu récemment une invitation de la Guinée et du Ghana pour une séance de travail. Alors, donc, à vous écouter, c'est pas vous qui prenez l'initiative de vous rendre à Accra et à Conakry? Non, nous avons été invités. Nous avons pris l'initiative, comme je vous l'ai expliqué, d'envoyer une délégation au Ghana récemment. Et nous sommes revenus avec ce message rassurant que le Ghana
est bien disposé encore à nous aider à régler ce conflit qui a des impacts au Ghana aussi. Et donc ils ont intérêt, en quelque sorte, à ce que ce conflit soit réglé. Est-ce que vous pensez que les initiatives qui sont prises dans ces deux capitales, ces initiatives vont prospérer à Lomé? Ben, il faut croire. Il faut croire à ce que l'on fait. Il faut essayer. Nous, on va essayer. Hein, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles, je reconnais, que ce dialogue, les discussions à ce dialogue vont être très dures. Mais ce n'est pas pour ça qu'il ne faut pas essayer. Nous voulons l'essayer parce que si ça échoue, sincèrement, nous pensons qu'on ne laissera à ce peuple, on ne lui laissera pas d'autres initiatives que d'user de tous les moyens dont il dispose pour faire partir le régime. Quand on vous écoute de plus en plus, et vous parlez du dialogue, visiblement en face, on parle très peu de ce dialogue-là. Et à un moment donné, dans la presse, les gens ont usé du verbe commander, que vous commandez presque la tenue de ce dialogue. Est-ce que c'est ce que vous faites? Nous ne commandons pas. Je sais que tout est fait pour dénigrer les responsables de ce mouvement, pour démobiliser et par la même occasion les populations. Mais chacun sait, chacun a en mémoire tous les actes que le chef de l'État a posés. Ce n'est pas nous qui sommes allés chercher le Ghana, ni la Guinée. Et nous savons, dans les discussions, nous savons qu'ils sont tout le temps en contact avec le chef de l'État. Aucun responsable de ces pays-là ne se serait permis de venir s'imposer dans le conflit togolais si on n'était pas allé les chercher. Mais vous savez comment est-ce qu'on explique justement ce que vous venez de décrire là, et du côté des proches du pouvoir, on parle des missions de bons offices, comme ça se fait naturellement en diplomatie. Le Togo est en difficulté, donc ses amis proches veulent bien aider. Il va falloir que le gouvernement togolais ouvre véritablement les portes à ses amis pour qu'ils puissent poser les valises. Je pense que des actes ont été posés qui sont allés plus loin que de simples actes de bons offices. Je rappelle au régime que nous avons eu des séances de travail avec le Ghana qui ont même porté sur le cadre des discussions. Et il a été admis au cours de ces séances de travail-là que la phase préliminaire, c'est-à-dire la phase de réunion du comité préparatoire, tout comme la phase des discussions de fond, les deux phases-là se dérouleront avec la présidence du Ghana. C'est ce qui a été dit. Et nous, quand nous avons eu la séance de travail avec la délégation, une délégation ghanéenne conduite par le ministre de la Sécurité pour convenir de la chose, eh bien, la délégation ghanéenne nous a dit, nous retournons discuter avec les tenants du régime et nous vous donnerons un feedback. Et le feedback qu'on nous a donné, c'est que c'est parfait, vous êtes d'accord, tout est prêt, tout pourra se dérouler comme vous l'avez suggéré. Voilà. Donc, qu'on nous dise après qu'il s'agit de missions de bons offices, bon, écoutez, je pense que le régime peut appeler les choses comme il veut. Mais chacun sait que le niveau du conflit à ce jour est si grave qu'il nous faut discuter avec la présence d'une tierce personne. Dans un instant, les auditeurs vont vous poser des questions, mais intéressons-nous quand même à la dernière sortie du chef de l'État. Quand il parle du dialogue, il évoque en même temps la tenue d'un référendum. Vous aviez dit tantôt que ça va être très dur. Est-ce que c'est déjà pas un signe de la difficulté éventuelle que les protagonistes de la crise togolaise vont devoir faire face? C'est surtout un signe de ce que
ce dialogue-là, le régime n'en veut pas. Il n'en veut pas et il ne veut pas non plus un changement profond. En fait, c'est une stratégie. Enfin, de ne pas comprendre ce que le peuple veut et on minimise ce que le peuple veut. On fait tout pour que le changement profond que nous voulons n'intervienne. Et on le fait, y compris en utilisant des arguments du genre vous n'avez pas le monopole du peuple, mais si vous le permettez, Pierrot, je voudrais profiter de ma présence ici pour remercier UNIR de nous avoir aidé à faire la preuve, encore une fois hier, de ce que l'immense majorité des Togolais veut le changement et qu'il est du côté du mouvement conduit par la coalition des 14 plutôt que de la mouvance d'UNIR. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Ce qui me fait dire, eh bien, vous savez très bien que UNIR a organisé hier une manifestation parallèle à celle de la coalition. C'est pas une manifestation, mais c'est plusieurs manifestations. Des 14, oui, ok, plusieurs manifestations, tout comme nous. Et nous avons vu que malgré tout ce qui a été déployé comme manœuvre, qui vont jusqu'à contraindre les élèves à participer aux manifestations d'UNIR sous peine de se faire renvoyer, malgré la carotte qui a été utilisée. On va garer des véhicules, des bus, on promet 5 000 francs à ceux qui accepteraient de monter dans ces bus pour aller aux manifestations d'UNIR. On va recruter du monde depuis le Ghana, parce que nous avons vu les bus qui ont été garés à Dapaon et qui ont ramené des participants. Malgré tout ça, on a vu que les manifestations d'UNIR n'ont pas attiré grand monde et que les Togolais, ils ont définitivement pris la résolution de rompre. Est-ce que ce n'est pas une position d'acteur politique, tout simplement? C'est ce que vous venez de décrire. Non, c'est une position très objective. Très, très objective. Nous avons attendu de voir comment les choses allaient se passer. Et nous avons observé que même à Kara, où pourtant on nous a refusé le droit de manifester, c'est-à-dire la stratégie qui est utilisée, c'est de dire, ok, Kara fait partie des villes dans lesquelles vous pouvez manifester, encore que le ministère de l'administration territoriale n'a pas le droit d'imposer les localités dans lesquelles vont se dérouler une manifestation nationale. Eh bien, on nous a toujours dit, non, 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 Kara, vous pouvez aller à Kara. Et on a sorti des milices, on a tout fait. Toutes les fois, depuis le mois d'août, on a tout fait pour empêcher que des manifestations aient lieu à Kara. Mais on a voulu en organiser et même là, nous avons vu comment ça s'est passé. Là aussi, les Togolais ont manifesté leur mécontentement par rapport à ce régime. Bien, merci. C'est très objectif ce que je Nous allons maintenant rappeler aux auditeurs que nous avons comme invité Mme Brigitte Adjamabo-Johnson de la CDPA de CAP 2015 et du G14. Les numéros de l'émission, c'est 22 46 19 05, 22 46 19 05, et puis 96 50 34 37. Un premier auditeur est en ligne. Allô? Bonjour, M. Pierrot. Oui, bonjour. Bon, c'est à l'honneur Oui, allez-y. Vous allez permettre que j'intervienne à cet auditeur, puisque je suis moi-même qui prend souvent la parole sur les médias. Bon, j'aimerais demander à Mme Brigitte Adjamabo de savoir si aujourd'hui il n'est pas mieux de soutenir le PNP pour lui faire une conférence de presse pour éclairer la position de son parti et la raison pour laquelle il ne manifeste pas les vendredis. Puisque nous avons aussi des informations, nous sommes dans des informations selon lesquelles
Ce pouvoir fait croire aux diplomates et aux chanceliers que le PNP est un parti djihadiste islamique communautariste. Donc ça fait jouer un coup sévère sur la coalition. Les chanceliers en train de croire à ces informations. Et c'est mieux qu'ils soutiennent le M. Kiti Atandam pour qu'il éclaire bien la position de ce parti, pour qu'ils ne font pas croire que les militaires qui sont posés comme un trophée de guerre, qu'on a tué les militaires dans la jamais vu les corps, et que cette histoire soit bien éclairée. Bien, merci de nous avoir appelé. Madame? Oui, je remercie l'auditeur qui a touché à un point important. Et je dois dire que le débat que nous avons en notre sein en ce moment est de savoir de manière générale, est-ce que nous ne devrions pas avoir des manifestations plus rapprochées? Et dans le cadre de ce débat-là, il se pourrait qu'on soit amené à manifester même les vendredis. Maintenant, et c'est une bonne proposition qui est faite de demander au PNP d'organiser une conférence de presse pour éclairer l'opinion sur la ligne de ce parti. Mais je voudrais dire quelque chose. On a déjà organisé des manifestations un vendredi. Ce que nous avons constaté, c'est que les manifestants qui sont d'obédience musulmane ne nous ont rejoints que lorsque ils ont fini leur prière à la mosquée. Dans ces conditions, ou bien si nous voulons manifester les vendredis, nous commençons les manifestations très tôt et on les finit à 11 h pour permettre aux musulmans d'aller prier, tout comme nous le faisons pour les chrétiens. Le dimanche, à chaque fois que, d'abord, c'est rare que nous organisions des manifestations, et à chaque fois que nous voulons le faire, que ce soit à Lomé ici ou à l'intérieur du pays, nos militants nous disent toujours, vous n'aurez personne. Vous n'aurez personne parce que les gens vont à l'église, les gens vont prier, vont au culte, vont à la messe. Ce qui est tout à fait normal. Il faut respecter la liberté de religion est un droit fondamental reconnu. Et moi qui suis en train de vous parler, je n'irai jamais à une manifestation le dimanche tant que je ne serai pas allé à la messe. Ça, bien, je peux vous le garantir. Merci. Donc vous allez aider le PNP, comme on l'a proposé, l'auditeur, à organiser une conférence de presse pour clarifier convenablement sa position. C'est promis. Mais écoutez, c'est une suggestion que nous allons transmettre au PNP. Bien, merci. Deuxième auditeur. Allô? Oui, allô? Oui, c'est pour l'émission, s'il vous plaît. Oui, vous êtes en direct, on vous appelle comme... Ok. Bonjour, M. Pierrot. Oui, vous êtes en direct, on vous appelle comment? On m'appelle Papa Ginette depuis à motiver. Oui, allez-y. Bon, tout d'abord, je salue Madame Jamagom. Bonjour, papa. La question que moi je voudrais poser est que, bon, avec les exigences qu'il faut pour le côté présidentiel, moi, je vois qu'ils n'ont qu'à mettre de verre dans leurs exigences. Si on demande par exemple la démission du président de la ville, on sait qu'il ne peut pas démissionner. On demande de laisser ceux qui ont arrêté lors de la brûlure de nos deux grands marchés. Donc, il faut mettre un peu de verre pour que... Il faut mettre un peu d'eau dans le vin. Voilà, un peu d'eau dans le vin. Merci. Bien, merci, Papa Sadinet, de nous avoir appelé. Est-ce que vous posez vos réclamations ou bien vos exigences du début ont évolué ou pas? Mais nos exigences sont les mêmes. Elles sont même consignées dans un mémorandum que nous avons diffusé en direction
des partenaires du Togo et dont nous en parlons, et dont nous parlons tout le temps sur les médias. Et les points n'ont jamais évolué. Notamment la démission du chef de l'État. Il n'a jamais été question, ça n'a jamais été une revendication officielle. Le retour à la Constitution de 1992, par contre, avec tout ce qui a découlé. Les populations frustrées par ce qui se passe expriment souvent cette volonté de voir le chef de l'État démissionner. Voilà. Mais en fait, au-delà des populations, il y a d'autres leaders qui ont demandé expressement la démission du chef de l'État. La démission du chef de l'État, lesquels? On se rappelle quand même une intervention du leader de l'opposition, Jean-Pierre Fabre, disant que tout dialogue éventuel doit porter sur les conditions du départ du chef de l'État. Oui, mais ça a été dit à Descamps. Oui, on n'a pas demandé la démission. Nous avons dit il y a un raisonnement cohérent. D'abord, nous voulons le retour à la Constitution de 92. Ce retour à la Constitution de 92 va avoir un certain nombre d'implications. Et parmi les implications, il y aura la question de savoir quoi faire du mandat actuel du chef de l'État, qui est un mandat de trop. Alors, nous disons, dans les discussions, nous verrons quelles sont les implications. Alors, qu'on ne nous dise pas, parce que nous voulons simplement faire appliquer une constitution que le peuple s'est donnée, que nous demandons la démission. Troisième auditeur. C'est totalement différent. Troisième auditeur, allô? Bonjour, monsieur Pierrot. Bonjour, on vous appelle comment? Bonjour, madame Adjamano. Bonjour, monsieur. Donc, je m'appelle John. Je suis de Togo. Oui, John. Et il y a certains de nos frères et de nos sœurs qui défendent de l'Europe et qui nous parlent de la démocratie. Mais arrêtez qu'ils ont oublié qu'au Togo, il n'y a pas encore la démocratie. Puisqu'il y a la fois de nous, j'ai écouté un certain monsieur, une dame là, qui compare le Togo parce qu'ils descendaient sur son territoire. De la Suède, de la Suède, de la Suède, je crois. C'est de la Suède ou bien c'est du Sud, je ne sais pas. Mais c'est un pays scandinave quand même. Mais si on parle de la démocratie, or il dit qu'ici, on n'est pas encore dans la démocratie. Et qu'elle comprend à ces gens quand ils descendent de l'âge, parce qu'ils ne disent pas ce que nous vivons, leurs explications sont des fois ironiques. Et quand vous voulez dire, ils se disent que c'est parce qu'on n'est pas d'accord avec certains opposants qu'on les menace au téléphone, voilà. C'est pas du tout bien. Ils ne disent pas ce que nous vivons, quand ils descendent, ils n'ont qu'à. John, oui, est-ce que vous avez quand même l'habitude, vous, de menacer les gens? Non. Moi, personnellement, j'ai écouté qu'on n'est pas menacé. Moi, personnellement, je ne suis jamais menacé. Bien, merci. John, merci de nous avoir compris. Vous avez compris sa position. La compréhension que certains de la diaspora se font de l'évolution démocratique au Togo. Oui, Certains seraient carrément en déphasage avec les réalités. C'est le sens, je crois, de la position de John. Oui, c'est peut-être vrai qu'à force d'avoir résidé longtemps hors du Togo, c'est peut-être vrai. On peut comprendre que nos frères et sœurs de la diaspora n'aient pas exactement la même appréciation de ce qui se passe au Togo que nous. Mais moi, je pense qu'il y a quelque chose de fondamental. Aujourd'hui, nous sommes en symbiose quand même avec les Togolais de la diaspora pour reconnaître que notre pays n'est pas encore en démocratie. Nous avions posé les bases de la démocratie en votant pour la Constitution de 92, mais ces bases-là ont été confisquées par le régime, qui est plutôt conservateur et qui est réticent à voir la démocratie s'installer au Togo. C'est le sens du combat que nous menons. Maintenant, je suis d'accord aussi que quand on parle de démocratie, toute démocratie est perfectible.
Hein, et on peut pas, souvent, on ne peut pas comparer les démocraties, mais nous sommes tous amenés à avancer vers un idéal qui est le même. Notre ami John parlait de la diaspora togolaise. Il faut reconnaître que pour la première fois, cette diaspora se mobilise et s'est encore mobilisée samedi à Berlin. Avant Berlin, il y a plusieurs capitales qui ont été sollicitées, Paris, Washington, pour ne citer que les deux. Est-ce que ces mobilisations qui se font à l'extérieur du Togo impactent réellement ce qui se passe au plan national? Bien sûr que c'est quelque chose qui renforce la détermination des Togolais vivant à l'intérieur du pays et qui complète utilement nos efforts, parce que toutes ces manifestations ainsi que les actions diplomatiques, les efforts d'explication en direction des autorités des pays là, de la diaspora, tout ça a concouru à déconstruire tout ce que le régime a fait pour faire croire qu'au Togo tout va bien alors que les Togolais souffrent. Et ça, c'est un des acquis de ce mouvement, c'est un acquis important. Et les liens se resserrent de plus en plus entre la diaspora et le mouvement à l'intérieur. Nous avons souvent des concertations, la diaspora contribue beaucoup à ce mouvement. Bien, merci. Quatrième auditeur, allô? Bonjour. Bonjour. Oui. Oui, vous êtes en direct. Votre question? C'est vrai qu'on est tous nulle part, au Lucio, dans les médias, alors qu'il vient de ce qui fait du panafricanisme. Et il a eu une vision de créer sa monnaie il y a 60 ans déjà, et qui ressurgit de nos jours. Ma question, je voudrais demander à madame si elle pouvait nous expliquer le fait que les gens passent sur les médias nous raconter qu'ils ont assisté de notre constitution terrible, c'est-à-dire notre constitution qui est bien quoi, par rapport à tous les autres, et même par rapport à la femme. Et comment se fait-il que de l'impunité règne en règle de droit dans ce pays? On tue, on est sorti, on vole l'argent de l'État, on fait des affaires, et puis sans réprimer, sans qu'on s'en inquiète. Bien. Nos constitutionnalistes, ils n'ont rien prévu pour parer à ça. Bien. Une impunité criable. Bien, merci madame. Merci madame. Est-ce que vous avez le même sentiment, que rien n'est prévu pour lutter contre la corruption au Togo? La corruption ou en fait au-delà de la corruption? Moi je répondrais à ma sœur qui a fait cette intervention que la racine du mal, c'est que souvent nous adoptons de très bons textes, mais que nous ne les appliquons pas. Les dispositions juridiques sont là. Si on voulait agir contre cette impunité, on le ferait. Malheureusement, ce que les Togolais savent tous, c'est qu'il n'y a pas de volonté politique réelle d'agir contre cette impunité. L'impunité fait partie du système de gouvernement et de tout ce qui est mis en place aussi pour maintenir le régime. Faites-moi confiance, vous bénéficiez de cette impunité jusqu'au jour où vous deviendrez une menace pour le régime et vous verrez. Allô? Allô? Oui, bonjour. Oui, vous êtes en direct. Bonjour madame. Bonjour monsieur Kokou. Bonjour madame. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'acteurs de l'opposition, spécialement M. Nicolas Lawson, qui disait sur une antenne la dernière fois que la constitution de 90 a été faite contre le général Yadema. Lui-même, il était
à la rédaction de cette constitution et que ces contrairement qu'ils l'ont fait. Donc, on a besoin aujourd'hui de retourner à cette constitution. Étant un politicien, comment est-ce que vous analysez les propos de certains de vos collègues qui sont sur l'opposition? Est-ce que ces gens de choses ne mobilisent pas la population? Et secondo, concernant les journalistes, quel est votre regard sur le rôle des journalistes aujourd'hui? Est-ce que les journalistes contribuent réellement à la conscientisation de ce peuple ou bien contribuent à démobiliser aussi le peuple? Merci beaucoup. Bien, merci. Merci pour ces questions. Quoi penser de l'intervention de certains hommes politiques togolais qui prétendent que la constitution de 92 pour laquelle le peuple a voté massivement a été faite contre le général Eyadema? Ce que moi je sais, c'est que la constitution a été élaborée pour instaurer la démocratie, parce qu'il y avait un consensus qui s'est dégagé pendant la conférence nationale souveraine pour que le pays aille vers la démocratie. Le contenu de la constitution même, je sais, a donné lieu à des débats intenses au sein de la commission qui a été mise en place. Mais il y a des principes aussi qui ont déjà été dégagés pendant la conférence pour servir de base aux travaux de cette commission. Et donc, moi, je ne vois pas pourquoi on peut aujourd'hui dire qu'une constitution a été écrite contre un homme. D'autant plus que cet homme a lui-même appelé à voter pour la constitution. Et il a fait des observations sur la constitution qui ont été prises en compte. C'est après cela que on est passé au référendum et la classe politique était unanime. Que ce soit les partis d'opposition comme le RPT à l'époque et même la société civile, tout le monde a appelé à ce qu'on vote pour la Constitution. Moi, je pense que nous sommes arrivés à un stade de l'évolution du Togo où notre peuple est suffisamment mûr. Il est en mesure d'analyser les choses et de se poser des questions. Et l'auditeur fait partie, je sais qu'il a son opinion sur ces hommes ou ces femmes politiques, sur ce qu'ils disent. Il faut effectivement, nous espérons que nous serons en démocratie et que le peuple pourra s'exprimer et sanctionner ceux qui... La deuxième partie de sa question porte sur les journalistes. Je ne sais pas ce que les journalistes ont encore fait. Mais je sais pas. Moi, je voudrais, je le comprends, mais je voudrais rendre hommage aux journalistes qui font beaucoup d'efforts pour informer les populations et les conscientiser. Mais je veux faire observer, encore une fois, que c'est le régime. C'est le régime qui, dans sa stratégie de se maintenir, instrumentalise tout. Et il faut reconnaître qu'il y a des journalistes aujourd'hui qui apparemment ont l'air d'agir sur ordre. Et je ne sais quelle est la contrepartie qu'ils reçoivent. Mais je veux dire que il ne faut pas accorder trop d'importance. Est-ce que c'est pas ça aussi est-ce que c'est pas ça aussi la liberté? Il faut qu'on aille. Non, mais la liberté, c'est quand vous avez choisi un métier, que vous en teniez à la déontologie du métier. Et la déontologie du métier de journaliste n'est pas qu'on prenne, on exerce de manière partiale et qu'on prenne fait et cause pour un acteur politique ou des acteurs politiques et qu'on se transforme en porte-parole d'un parti politique. Allô? Oui, allô. Bonjour. Oui, vous êtes en direct, votre nom? Oui, Lucien de Pérou. Ghislain. Lucien.
Ok, Lucien, allez-y. Je vous salue, Pierrot Merci. et Madame Adamandou. Bonjour, Monsieur Lucien. Je vais poser une question. Quelle est votre position face à ce régime qui défendre? Nous tous, nous savons que c'est le moment d'élection que ces problèmes-là se posent. Que peut-il avoir une CENI conforme, consciente, pour que demain, les stratégies du parti au pouvoir qui fait qu'ils font tout pour aller aux élections, après vous allez réclamer jusqu'à des 5 à 10 ans. Quelle est votre position? Quelles sont les actions que vous faites? Parce que nous apprenons déjà qu'on est en place un pays. Est-ce que, bon, je vais terminer comme ça, votre position par rapport à la mise. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Lucien. Merci beaucoup, Monsieur Lucien. Et je voudrais donner ce postulat qui est que le peuple togolais en lutte actuellement ira jusqu'au bout. Et jusqu'au bout, ça veut dire obtenir les changements profonds que nous voulons. Maintenant, face aux revendications du peuple, le régime ressort sa vieille stratégie du fait accompli. C'est-à-dire, pendant que vous revendiquez quelque chose, on fait la sourde oreille, on avance, on avance, on avance, on avance, et on croit vous mettre devant le fait accompli et vous obliger à vous raccrocher au wagon, à prendre le train qui est en marche. Et ça a marché. Ça a marché jusqu'à présent pour le régime parce qu'il a réussi à diviser la classe politique. Il a réussi à complètement décourager les populations. Aujourd'hui, je voudrais profiter de vos micros pour dire ça ne marchera plus. Ça ne marchera plus. Comment peut-on envisager que, alors que ce mouvement qui est en cours porte une des revendications qui concerne le déverrouillage des institutions de la République, dont on sait qu'elles ne sont pas des institutions dignes de ce nom, on les a verrouillées de manière à ce qu'elles ne penchent qu'en faveur d'un clan, c'est-à-dire du régime. Comment peut-on imaginer que pendant que ce mouvement est en cours, eh bien, on pose des actes qui consistent d'abord à renouveler la CENI, qui est une de ces institutions, et à faire travailler les membres qu'on a admis au sein de la CENI de manière unilatérale, parce que je vous fais remarquer que ce sont les élus d'UNIR qui ont installé, qui ont voté pour les membres qui composent parce que l'opposition avait boycotté la séance. Bien sûr, et pourquoi l'opposition a boycotté? Parce que le moment n'est pas encore venu pour qu'on parle de CENI. Parce que cette CENI-là, nous devrons avoir des discussions là-dessus. Nous devrons prendre pendant le dialogue ces institutions une à une et voir ensemble quoi mettre en place pour les déverrouiller, non pas dans l'intérêt d'un parti ou d'un autre, mais dans l'intérêt de la démocratie togolaise. Alors, c'est ça que nous attendons de faire, et pendant ce temps, on fait avancer la CENI en croyant qu'on va se raccrocher là, on va s'accrocher au wagon à nouveau. Oui, eh bien, le régime se trompe. Est-ce que ce n'est pas une équation difficile, ce que vous venez de dire, quand vous dites que le régime se trompe? Est-ce que vous pensez qu'au sein des 14, bientôt quand on va lancer l'appel à aller aux élections, vous pensez que les 14 vont rester toujours les 14? Pierrot, je pense que, je ne sais pas si vous faites exprès, vous aussi, de croire que ce qui est en cours en ce moment, c'est comparable au mouvement de revendication qu'il y a eu depuis 2006. Ça n'a rien de comparable. Et les conditions, le contexte n'est plus le même. Et dans ce nouveau contexte-là, c'est que chaque parti politique a pris conscience de ce que ça ne sert à rien d'aller à des élections organisées par le régime dans les conditions dans lesquelles il les a toujours obtenues. On veut rompre
avec ça. Et aujourd'hui, les partis politiques regroupés au sein de la coalition des 14 ont une position unanime que nous avons réaffirmée hier au meeting qui a suivi la marche de la coalition, où des partis qu'on soupçonnerait de négocier déjà avec le régime ont dit haut et fort, ne comptez pas sur vous. Tout ça, c'est des manœuvres de division. C'est incroyable que ce régime puisse penser qu'avec la diffusion d'informations pour manipuler, décourager, et qu'ils vont même jusqu'à... Aujourd'hui, vous savez qu'il y a des sites qui sont créés par le régime et qui sont spécialisés dans la diffusion de fake news, c'est-à-dire de fausses informations, juste en comptant sur l'effet démobilisateur que ça peut avoir. Tout ça ne servira à rien. Aujourd'hui, les partis ont compris, et dans les discussions que nous avons, il y en a qui ont dit, mais ça ne sert, vous êtes premier des partis, ça ne vous sert à rien si le changement que nous souhaitons au Togo, nous ne l'avons pas. En clair, vous voulez bien prendre l'engagement devant les auditeurs, que vous resterez ensemble, quelle que soit la situation qui va se produire dans les prochaines semaines. Absolument, c'est un débat que nous avons eu. Nous l'avons eu entre nous, nous l'avons eu avec la société civile et avec la diaspora, je vous dis, qui se sont inquiétés quand ils ont vu toutes ces informations. Est-ce que cela voudrait dire qu'au besoin, vous boycotterez les prochaines échéances? Pierrot, c'est qu'il n'y aura pas d'échéance au Togo sans que nous n'ayons discuté. Oui, mais en fait... sans que nous discuterons et nous réglerons toutes ces questions relatives aux institutions, toutes ces questions relatives au cadre d'organisation des élections. Oui, ça rappelle de mauvaises C'est trop facile. Madame. C'est trop facile pour ce régime de croire qu'il va manœuvrer pour nous amener encore à des élections dans des conditions qui sont les mêmes que celles du passé. Mais ça veut dire que avant même qu'il n'arrive à... C'est une façon de pousser le peuple à chercher le changement autrement. Non, en fait, tout simplement, il n'y a pas très longtemps, on a entendu les mêmes prises de position. Ce qui me fait reposer la question. Madame, est-ce que vous voulez dire un peu comme il n'y a pas très longtemps, et la formule magique, pas de réforme, pas d'élection, est-ce que c'est un peu ça que vous répétez? Le contexte n'est plus le même. Le contexte a changé, Pierrot. Aujourd'hui, nous sommes unanimement d'accord que notre pays doit changer en profondeur. Il doit changer. Vous savez ce que la société civile nous a dit? On vous met en garde. On vous met en garde que nous allons combattre. Nous allons vous combattre et combattre ceux d'entre vous qui seraient tentés d'aller aux élections. Et nous n'avons pas l'intention de voir des élections être encore organisées dans les conditions dans lesquelles elles ont toujours été organisées. Bien, merci. Allô? Le contexte a énormément changé. Allô? Allô? Bonjour. Oui, on vous appelle comment? Oui, vous êtes en direct, allez-y. Oui, bon. Bonjour, madame. Bonjour. Oui, madame. J'ai l'impression que vous vous trompez de combattre l'adversaire. Ce régime est un régime dictateur, tyrannique, barbare, criminel, mafiaeux. Ce régime va aux élections. Apprêtez-vous dans l'opposition, allez au-delà de des 14 pour faire un programme commun et aller aux élections. Déjà, on vous bloque d'aller au nord pour aller faire des meetings. Ça veut dire qu'en juillet 2018, il y aura des élections. Et c'est légal. C'est un régime légitime dans la légalité. Faites tout possible pour aller aux élections avec ce régime. Allez dans le groupe pour organiser-vous pour aller aux élections, pour déboulonner ce régime. Bien, merci. On a compris votre appel. Vous l'avez entendu? Je l'ai entendu et je suis d'accord avec lui sur le diagnostic qu'il pose par rapport au régime.
mais je trouve que les conclusions qu'il en tire ne sont pas appropriées. Parce que si vous avez un régime qui est barbare, clanique, déterminé à se maintenir, etc., ma conviction est que même si nous nous organisons pour aller aux élections, justement, ce régime va tout faire pour sortir vainqueur de ces élections, y compris en utilisant la force. C'est ce que le régime a fait déjà plusieurs fois et qu'il a refait la dernière fois en 2015. Ça veut dire que pour organiser des élections, et après les discussions que nous aurons eues, nous aurons pris les dispositions pour que justement les moyens qu'il utilise pour gagner les élections, y compris la répression barbare, qu'il ne puisse plus le faire. C'est de tout ça que nous allons discuter. C'est pour ça que je comprends les inquiétudes, nous serons vigilants. Nous serons vigilants, nous n'allons pas dormir, croiser les bras et voir le régime avancer, mais nous serons vigilants pour faire avancer le processus de changement avant même qu'il n'ait le temps d'utiliser les mêmes méthodes. Une nouvelle fois, je vous demande, madame, est-ce qu'il va y avoir un dialogue au Togo? Mais je vous ai dit que nous sommes pour le dialogue. Le régime dit qu'il est pour le dialogue. Est-ce que vous avez l'impression, est-ce que vous avez cette impression-là qu'on va avoir un dialogue? Les visites que nous rendons, nous les rendons dans le cadre du processus de dialogue, de préparation du dialogue. Maintenant, c'est au régime de prendre ses responsabilités. Si par sa faute, le dialogue n'a pas lieu, ça veut dire qu'il ne laisse d'autre choix au peuple que d'utiliser tous les moyens pour obtenir le changement qu'il veut. Le 19 janvier prochain, la crise va totaliser 5 mois et il y a eu beaucoup de manifestations. Dans certains milieux, on a l'impression qu'on est en train de s'enfermer dans la durée. Est-ce que c'est de cela qu'il va s'agir? La durée, je ne dirais pas que la solution à la crise va être trouvée demain ou après-demain. Elle pourrait arriver très rapidement, tout comme elle pourrait être dans la durée. Et c'est pour ça que nous nous préparons. Et je pense que le peuple, il est prêt à continuer sa lutte le temps qu'il faudra pour que le problème du Togo soit résolu définitivement. Nous avions parlé d'un anniversaire qui est triste, celui de l'assassinat de Sylvanus Olympio, mais il y a un autre anniversaire aussi tout triste, c'est celui concernant les incendies des marchés de Kara et puis de Lomé il y a 5 ans. Il y a eu ces incendies-là. Quel souvenir gardez-vous de ces nuits que certains ont qualifiées d'horreur? C'était un désastre qui a affecté tous les Togolais, toutes les familles togolaises, et que nous continuons de payer à ce jour. Les victimes directes continuent de mourir, continuent de supporter les conséquences de ce désastre-là. Et d'ailleurs, elles sont convaincues, c'est aussi pour ça qu'elles veulent le changement. Elles veulent le changement. Et Pierrot, moi je constate que il ne nous reste plus beaucoup de temps, mais j'aimerais bien profiter du peu de temps qui nous reste pour inviter toutes les femmes, y compris celles qui comprennent que ce qui est arrivé au sujet de l'affaire des incendies du marché n'est pas acceptable dans un pays normal. On sait que c'est criminel, cet incendie, on sait d'où ça vient et on voit comment le régime le gère. Toutes celles qui ne sont pas d'accord et tous ceux qui ne sont pas d'accord, c'est une raison supplémentaire pour les inviter à venir massivement à la grande manifestation que les femmes prévoient le samedi 20 janvier prochain, qui sera une manière pour les femmes de dire assez à la répression
d'un mouvement qui est un mouvement légitime et pacifique. Nous ne voulons plus un seul goutte de sang. Assez, nous voulons le changement, donner satisfaction au peuple. Nous en avons assez d'être celles qui supportent plus que tout l'impact de cette situation politique, sociale et économique que nous vivons. Nous sommes celles qui pleurons le plus nos morts, la vingtaine de morts. Nous sommes celles qui devons apporter des soins à ceux qui sont blessés. Nous sommes celles qui sommes obligées de nourrir nos enfants, même si nous ne vendons rien dans les marchés et si nos maris ne ramènent rien. Nous en avons assez et nous voulons donner un avertissement sévère à ce régime. Et c'est un appel que je lance à toutes les femmes, au-delà des convictions politiques, parce que ces conséquences-là que nous subissons et dont je viens de parler, eh bien, ce sont toutes les femmes qui les subissent. Donc, levons-nous. Levons-nous comme nous avons toujours su le faire dans l'histoire. Est-ce que c'est une manifestation de la coalition? Pour dire non. C'est une manifestation dont les femmes de la coalition ont pris l'initiative, mais à laquelle nous invitons et nous voulons associer toutes les femmes togolaises, quelle que soit leur appartenance politique, quelles que soient leurs conditions économiques et sociales, les femmes du marché, les femmes du secteur informel, celles du secteur formel, public comme privé. C'est le moment pour nous qui subissons tout le temps le contrepoids de cette situation politique, sociale et économique de dire basta, ça suffit. Je ne sais pas si toutes les femmes se retrouvent dans ce que vous venez de décrire, puisqu'on en voit très souvent danser, chanter et applaudir le chef de l'État. Et je ne sais pas si ces femmes-là voient le Togo de la même façon que vous la voyez. Ah, moi je suis sûr, celle que vous voyez là, c'est vraiment la minorité. C'est la minorité. Mais même cette minorité-là, il faut qu'elle prenne conscience, parce qu'elle souffre. Elle souffre. Qui qu'elle souffre? Si elle souffre, elle n'allait pas danser. Pierrot, mais elle n'allait pas chanter. Je suis femme et je sais de quoi je parle. Et vous êtes un homme. Donc moi, je suis plus à même de ressentir ce que les femmes subissent à cause de l'entêtement de ce régime. Et je sais que nous soupirons tous les jours et nous nous demandons à quand la fin? À quand la fin si nous voulons hâter cette fin, nous voulons accélérer cette fin, eh bien, sortons, manifestons le samedi 20 janvier prochain. Il y a aussi un débat qui a lieu depuis quelques jours concernant le pétrole togolais. Beaucoup ne savent pas si le Togo dispose du pétrole, que le Togo l'exploite ou pas. Et pour mettre fin éventuellement à ce débat, qu'est-ce au pouvoir togolais pour éventuellement répondre aux inquiétudes des populations? Qu'on joue la transparence. Qu'on joue la transparence, mais je ne m'étonne pas, je ne m'étonnerais pas s'il ne prenait pas en compte cette proposition. Parce que même s'il est admis que les peuples ont le droit d'utiliser et d'exploiter leurs richesses et ressources naturelles, et que ce droit est inhérent à leur souveraineté et que ces ressources-là doivent être utilisées pour le développement des pays et le bien-être des populations, c'est un droit qui est reconnu par les Nations Unies depuis les années 50. Même si c'est un droit fondamental, eh bien je sais que nos responsables politiques qui sont à la tête de ce pays sont dans une toute autre logique. Les richesses de ce pays nous appartiennent. Ça n'appartient pas au peuple. C'est ce qui entraîne tous ces problèmes. Vous parlez du pétrole. Parlons aussi du phosphate, dont on reconnaît. Eux, ils reconnaissent qu'ils exploitent le phosphate. Mais qu'est-ce que ça apporte au peuple? Savez-vous que la SNPT, cette année, en 2018, va contribuer au budget du Togo simplement pour 2,5 milliards? Est-ce que vous le savez? Donc, ça ne m'étonne pas tout ce qui se passe sur le pétrole. Eh bien, le jour où on mettra fin à ce régime, on saura la vérité. Mais nous savons qu'il y a quelque chose de suspect. Bien, merci. Brigitte Adjabagbo Johnson, je rappelle qu'elle est de la CDPA et du G
14 invités de cette émission qui sera rediffusée tout à l'heure à partir de 19h. Les 2-12 s'achèvent ainsi. Venceslas Bogakudoyor, merci d'être resté à la technique. Je suis Pierrot Atiobé. À dimanche prochain. Au revoir. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.